Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Marilyn Ricard, qui est associée expert blockchain et Web3 chez Deloitte. Et tu es aussi classée dans le top 21 de Cryptos des personnalités qui comptent de l'écosystème Web3. Félicitations pour ce classement, Marilyn. C'est vraiment un honneur de t'avoir sur ce podcast. On sait que tu es débordée, tu as beaucoup de sollicitations. Tu prends le temps pour nous de participer au podcast. Vraiment, merci à toi. Avant de commencer, Marilyn, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur ton parcours à travers la blockchain? Comment tu es arrivé vraiment à te spécialiser dedans? Parce qu'on sait que c'est un écosystème qui est récent. Et voilà, on te voit dans cet écosystème, tu fais beaucoup de choses. Comment tu en es venu à l'écosystème Web3? Alors, c'est une question intéressante et merci beaucoup Jean pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai découvert le terme blockchain quand j'étais associée chez PwC. Je faisais comme un mini MBA interne qui s'appelait FS Future Leader, et l'un de mes collègues m'a parlé de la blockchain. J'avoue que j'ai vraiment pas tout compris. J'étais à New York à ce moment-là. Est-ce que c'est l'effet des tours, voilà, où on regarde le ciel? C'est quand même une ville assez inspirante. Je ne sais pas, c'est sans doute l'effet des deux. En tout cas, ce mot est resté dans ma tête, et dès que je suis rentrée à Paris, j'ai commencé à me documenter. Alors, il y avait très peu de choses à l'époque sur le sujet, sur Internet, mais je me suis accrochée à ce terme-là. J'avais envie de le découvrir pour des raisons que j'ignorais encore, mais qui sont apparues très claires plus tard. Et puis, il se trouve que alors à l'époque, je dirigeais l'équipe de quant de ce cabinet. Et dans le cadre d'un entretien d'embauche, l'un des collaborateurs avait dans ses hobbies le mot blockchain. Donc, en fin d'entretien, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, ce terme m'intrigue, j'aimerais en savoir plus. Voilà. Et l'entretien a duré 2 heures au lieu d'1 heure. Et voilà, c'était parti. Incroyable. Je l'ai recruté et on a lancé ensemble le premier Blockchain Lab de PwC. Voilà, à partir de ce moment-là, je ne suis plus jamais sortie de cet écosystème. Et c'est même, je dirais, ce sujet qui drive ma carrière en fait depuis 8 ans. Ok, donc ça fait 8 ans que tu es déjà dans l'écosystème. C'est très Oui. early parce qu'il y a 8 ans en arrière, la blockchain, ce n'était pas la blockchain qu'on connaît aujourd'hui. Directement, tu as accroché avec l'écosystème blockchain. Directement, tu t'es dit, waouh, il y a un avenir. Ou au début, tu allais un petit peu au pas à pas parce qu'on sait, voilà, on entend beaucoup parler blockchain, crypto. C'est tout un écosystème et parfois, il peut faire peur. Directement, toi, tu t'es dit, non, cet écosystème, j'ai confiance. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, ou en tout cas, j'y prête attention Wow. à cette intuition. Et oui, je me suis lancée là-dedans. Donc jusque-là, voilà, je travaillais sur des sujets quantitatifs ou risques. Et je me suis dit, en fait, le plus gros risque, c'est de passer à côté. Ce truc est énorme. Et le plus gros risque, c'est l'obsolescence technologique. Donc il faut comprendre cette technologie qui peut disrupter tout le secteur financier, mais d'autres secteurs également, comme les notaires ou autres. Pour pas avoir peur, il faut comprendre, il faut se lancer à corps perdu. Alors après, j'ai fait des études, moi, d'ingénieur et de mathématiques pures, donc j'ai une capacité de passage à l'abstraction qui, je pense, m'a aidée, parce qu'en fait, je me suis effectivement lancée très vite et à corps perdu, sans forcément tout comprendre au démarrage, mais en faisant confiance à des plus jeunes dans mon équipe qui avaient cette expertise. Et ça a été des découvertes en découvertes. Je me souviens, le premier événement blockchain en France, c'est la Merkel Week, on l'avait sponsorisé. Et j'avais fait le mot de la fin du hackathon et j'avais dit qu'en fait, j'avais découvert une nouvelle famille. Et c'est réellement ce que je pense. C'est un nouveau monde qui est en train de se construire. Et moi, le rôle que je joue humblement, c'est d'apporter mon réseau, d'essayer de convaincre des seniors dans le milieu des corporates de venir dans ce milieu et d'aider les plus jeunes ou les startups qui sont en train de créer des produits incroyables, et c'est elles qui tirent le marché, c'est les startups, d'essayer de faire rejoindre ces deux mondes, d'essayer qu'ils se parlent. C'est comme un sujet intergénérationnel. Et c'est comme tout, en fait. Pour ne pas avoir peur, il faut se lancer, il faut créer des connexions, il faut créer des choses ensemble. Voilà. Et mon rôle dans l'écosystème, tel que je le perçois, c'est celui-là. Et comme j'ai travaillé 20 ans avant sur des sujets risques, j'ai forcément ce prisme-là.
Et du coup, j'aborde toute mission ou tout échange client comme ça, en essayant d'anticiper les risques, comment les mitiguer, comment rassurer, apporter de l'assurance à cet écosystème. Voilà. Et l'autre image que j'avais employée pendant cette Merkle Week, c'est que pour moi, c'était comme un nouveau-né, en fait. Et il se trouve que le Bitcoin a exactement l'âge de ma fille aînée. Ah, Et oui, et j'avais dit, c'est comme un nouveau-né, il faut l'accompagner avec la même bienveillance, en fait, qu'on accompagne un enfant. Un enfant, c'est pas fini, ça sait pas tout faire. Et alors, voilà, au début, ça marche pas. Et alors, il finit par apprendre à marcher. Mais parce qu'on est là. Et l'autre point, c'est que c'est exactement la même similitude qu'avec un enfant. Un enfant fait également l'éducation de ses parents. Moi, j'en suis persuadée. Voilà, j'ai changé depuis que je suis maman, j'espère en bien. Et donc, on a beaucoup à apporter à souvent, tout le monde se dit, ah, qu'est-ce que ça va m'apporter la blockchain? D'abord, réfléchis d'abord à toi, qu'est-ce que tu peux apporter à l'écosystème, et l'écosystème te le rendra. Voilà. Et c'est le même principe de va-et-vient qu'avec un enfant qu'on aide à grandir. Et donc, voilà, c'est ça que j'essaye de faire au quotidien depuis 8 ans. ouais, bravo, bravo et super intéressant. Et puis très bon mindset. Ça fait plaisir d'entendre des personnes comme toi qui expliquent justement voilà, comment l'écosystème blockchain peut te rendre les choses. Bien sûr, il faut déjà en apporter avant. Voilà, c'est un peu un effet boomerang. Donc, vraiment, merci de partager ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Et toi, voilà, c'est quelque chose que tu as noté et que tu nous repartages. Donc, vraiment, merci pour ça. Tu l'as présenté rapidement, mais tu travailles chez Deloitte. Donc, Oui. c'est une très, très grosse société. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, en fait, qui est Deloitte, quel est l'objectif de cette entreprise? Et puis après, on va aller un peu plus en profondeur sur toi, comment tu travailles et comment tu contribues chez Deloitte à l'évolution blockchain et Web3. Oui, bien sûr. Donc, Deloitte fait partie de la catégorie des Big Four, qui sont les 4 gros cabinets d'audit et conseil au niveau international. Deloitte est positionné numéro 1, si je ne m'abuse. Alors, j'ai peut-être raté le dernier classement, je ne sais pas, mais bon. En tout cas, très grosse entreprise qui a plus de 100 ans d'existence, qui a démarré sur le sujet de l'audit. Voilà, donc l'objectif à l'époque, c'était d'apporter cette confiance en fait sur le marché. Et donc en faisant des audits financiers, puis petit à petit, Deloitte a accroché d'autres cordes à son arc, le conseil, et puis des activités juridiques et fiscales. Voilà. Et donc là, la signature de Deloitte a du poids sur le marché. Et là, l'idée, c'était, en me recrutant, c'était de voir comment cette signature pouvait évoluer avec tous ces sujets d'actifs digitaux et de blockchain. On ne fait pas un audit financier de la même façon quand un client a une blockchain quelque part ou quand il a des cryptos par-ci, par-là, des NFT, etc. Donc, j'ai beaucoup travaillé à ces sujets-là en France, mais aussi à l'international, puisque j'ai un rôle mondial sur ces sujets pour les métiers de l'audit et de l'assurance. Donc, on a développé des outils et des méthodologies d'audit adaptées à ces sujets-là. Alors, ça s'inscrit dans des programmes plus vastes, complètement de transformation de l'audit. Deloitte a bien conscience que le monde avance, que le digital est absolument partout. Donc, il y a en ce moment un gros programme de transformation de nos équipes. Alors, ça touche au sujet blockchain et crypto, bien sûr, mais à l'intelligence artificielle également, au cloud, etc. etc. Ça, c'est pour le métier de l'audit. Ensuite, pour le consulting, de la même façon, on est de plus en plus orienté innovation, et on a dans nos équipes juridiques et fiscales également des experts de ces sujets qui interviennent sur quasiment toutes mes missions, parce qu'il y a toujours un sujet taxe ou de réglementaire, évidemment, lié à ces sujets. Voilà. Wow. Tu dois pas t'ennuyer. Tu dois vraiment pas t'ennuyer parce qu'à mon avis, ça doit être vraiment beaucoup, beaucoup de sujets. On sait en plus que la partie blockchain et Web3 est encore récente pour beaucoup, beaucoup de sociétés. Pour certaines, elle est même inconnue. Et donc, quand on prend un cabinet d'audit comme Deloitte et qu'on peut travailler ou qu'on a la chance de travailler avec toi, j'imagine qu'il y a tellement de questions, de sujets qui arrivent sur la table que ça doit être très, très, très long. Et une grosse partie, j'imagine,
c'est un petit peu aussi un travail d'éducation et d'explication, je pense, au début avec les entreprises. Hein. Ah oui, oui, c'est ça le sujet éducation. Déjà, je me suis éduquée moi-même et et avec mon équipe, on continue à s'éduquer. Il y a une grosse partie de notre temps qui est dédiée à la veille, hein, qu'elle soit technologique. J'ai des experts techniques dans l'équipe ou réglementaires. Et là, ça se densifie. Donc, il y a voilà, tout ça absorbé. Et on est également à la manœuvre. Deloitte est membre de la DAN et on fait également partie d'un groupe de travail sur l'audit des smart contracts avec les plus grands de la place et on apporte voilà, notre expertise sur les sujets d'audit de smart contracts, nos expertises en tant qu'auditeur aussi, c'est le métier historique, hein, de Deloitte. Et, voilà, et on contribue du coup à la définition de ce qui sera, de ce qui servira de base à une réglementation future sur ces sujets-là. Donc, super intéressant. C'était pour l'équipe Deloitte, pour l'écosystème, et ensuite pour nos clients ou nos prospects. Depuis le début, il y a des interventions pour former. Alors, on forme aussi beaucoup d'étudiants dans les écoles. Moi, j'aime beaucoup revenir j'ai fait l'ANSTA comme école d'ingénieur et j'aime beaucoup y revenir voilà, c'est une école qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup donné, donc je leur dédie du temps pour faire des retours d'expérience ou pour les former sur ces sujets-là, ça me semble important. Donc, des formations en clientèle. On a pu récemment former tous les services des renseignements français sur ces sujets-là. On est très, très fiers de ça avec mon équipe, où c'est pas rien. Et on a également beaucoup appris de leur part. Enfin, vraiment, on est sur un domaine où c'est qui va dans les deux sens. Donc, il y a une vraie fraîcheur, une vraie richesse. Moi, c'est ça qui me donne de l'énergie au quotidien. Et puis également, on fait des publications de temps en temps, parce que ça demande quand même pas mal de temps. Et la dernière en date, c'est l'impact de la blockchain, ou plutôt des DLT, sur les marchés de capitaux. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix en septembre dernier, et c'est sorti là en mai, hein, donc c'est pour ça que je dis un travail de longue haleine, parce que je trouvais qu'il y avait très peu de littérature sur le sujet, et que voilà, dès qu'on touche à la sphère marché, on est face à des décideurs dans les entreprises, quand même des zones qui génèrent beaucoup du business, notamment dans les secteurs financiers. Donc, je me suis dit que c'était important de faire un deep dive pour eux. Voilà. Donc, c'est un gros document d'une 70 pages avec beaucoup de… Alors, je l'ai voulu le plus didactique possible et qui puisse s'adresser à la fois aux gens qui ne savent pas du tout qu'il se passe des choses dans ce milieu-là et à ceux qui font déjà des expérimentations ou sont déjà au courant, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas le sujet. Donc, il y a du texte, pour ceux qui aiment lire. Il y a beaucoup d'illustrations, on a plus de 25, pour ceux qui réfléchissent, qui apprennent en fait en regardant des schémas. Et il y a également beaucoup d'interviews d'experts de l'écosystème, à la fois des corporates, donc on a AXA IM, la CDC, Société Générale, évidemment, la Banque de France, pour qui j'ai eu l'occasion de travailler dans une vie antérieure. Voilà, donc tout ça, c'est des anciens clients, mais également beaucoup de startups auxquelles je crois. Et j'ai, grâce à ce rapport, découvert d'autres pépites. Voilà, je pensais connaître à peu près tout le monde en France, et bien pas du tout, justement. Donc l'avenir nous a donné raison sur ce rapport. On a découvert des startups incroyables qui agissent, voilà, et qui ont déjà énormément de clients en France et à l'international, qui sont en train de révolutionner la sphère marché en fait des établissements financiers. Voilà, établissements financiers, les équipes de traders, ils ont des écrans noirs, ils en ont plusieurs, il y a des petits chiffres qui clignotent dans tous les sens. C'est pas forcément clair. Eh bien, ils ont réussi le miracle. Alors, pour l'instant, c'est des sujets d'émission, mais c'est en train de se développer à d'autres sujets, à faire donc la startup s'appelle OnBrand, des écrans sur fond blanc, avec des KPI, des courbes, et d'un seul coup, c'est Clarity. Et donc, oui, même les métiers les plus opaques, parce que très techniques, etc., des marchés,
peuvent être abordés de façon plus automatique, plus didactique, plus simple, et grâce à la blockchain. Voilà. Et donc, au-delà de ça, les findings de ce rapport, c'est que voilà, il y a beaucoup plus de choses qu'on croit. Il y a beaucoup plus de pièces au puzzle que ce que j'imaginais. Il y a une réduction des coûts incroyable. Le T+1 sur la livraison est possible, voire même encore plus rapide. Ça c'est en train d'arriver. Voilà, donc Incroyable. je leur disais, messieurs, mesdames, lancez-vous également sur ce secteur de la CIB. On le voit, de toute façon, la tokenisation, c'est l'étape d'après. Tout va se tokeniser. Il y a un business nouveau complet qui est en train de se créer. Donc, il est grand temps pour ceux qui ne sont pas encore dans le move de se lancer. Et c'est l'objectif de ce rapport. Il y a 70 pages quand même, donc étayé d'arguments et de retours d'expérience. Même Euroclear, je me souviens tout au début, on se disait, oh mon Dieu, il y a quand même des boîtes qui vont se faire disrupter. En fait, non. Quand on a suffisamment de bon sens et tout, on se dit, ok, il y a ça, mais du coup, qu'est-ce que je dois changer chez moi pour entrer dans le game et créer des nouveaux emplois qui sont incroyablement passionnants, créer un nouveau business, etc. etc. Je vois chez Société Générale Forge, en fait, c'est plein d'anciens de la Société Générale qui travaillent dans... Il n'y a pas que des jeunes de l'écosystème. Et donc, il y en a plein qui ont donné une deuxième vie à leur carrière et qui apportent énormément de valeur sur ces sujets parce qu'ils ont une vraie seniorité en finance, dans les risques, dans la conformité, etc. Et qui mettent tout ce qu'ils ont acquis pendant 10, 15, 20 ans au service de cet écosystème. C'est le principe du d'abord je donne et après je reçois. Voilà. Le fameux principe que tu disais tout au début du podcast, et on revient sur le sujet. On sent vraiment la passion quand tu parles, on sent vraiment l'expertise quand tu parles. Et là aussi où il y a un supplément chez toi, parce que l'expertise, il y en a beaucoup qui en ont, toi tu en as quand même énormément, mais tu arrives à vulgariser. Et ça, c'est beau parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très techniques, qui ont du mal à parler, à expliquer, ou qui le font, mais personne ne comprend parce que c'est très technique et toi, tu le fais avec des mots simples. Et je pense que ça, c'est lié aussi à ton rôle que tu as chez Deloitte, sur lequel tu es obligé de vulgariser et de parler avec des gens qui ne sont pas forcément 100% dans l'écosystème et qui doivent apprendre et comprendre à se développer. Et c'est vraiment très intéressant du coup de t'écouter parler. On sait que tu as fondé et développé au sein de SIA Partner la partie blockchain et crypto-asset. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as fait justement pour fonder ça et développer, parce que ça ne devait pas être évident. Alors, partir de zéro, c'est jamais évident. Après, SIA Partners est une entreprise qui est très orientée innovation et entrepreneuriat. Voilà. Donc, en gros, ils font confiance et on se lance. Après, il s'agissait de recruter et puis de se faire connaître. C'est plus ça qui a été une difficulté. Et d'autant, comme j'avais fait l'exercice avant chez PwC, au début, non, j'ai changé d'entreprise. Voilà. Et donc, l'idée était de mettre en avant SIA Partners, d'être inclus dans les boucles des appels d'offres, d'être invité sur des tables rondes et ce genre de choses. Donc, il y a eu un sujet de visibilité. Après, voilà, puis il y a plein de choses dans cette entreprise, des studios, qui font que c'est un très bon vivier pour développer ce genre de sujet. Oui. Donc j'ai passé quasiment 3 ans et avec une dimension internationale, ce qui était très chouette aussi, ce que je n'avais pas dans le cabinet précédent. Et là, c'est le cabinet étant à taille plus humaine, en tout cas à l'époque, parce qu'il a bien grossi depuis. J'avais cette casquette internationale, ce qui m'a emmené faire des conférences ou des missions un peu partout dans le monde, donc c'était chouette. Ah, mais c'est fou parce que tu as une expérience qui est énorme. On parle de Deloitte, là on parle de SIA Partner, avant tu nous parlais de la Banque de France, il y a aussi PwC. Enfin, en fait, tu as un parcours qui est énorme. Je ne sais pas comment tu as pu faire tout ça dans une vie.
félicitations à toi, c'est trop intéressant. Et justement, on parlait de PwC juste avant, qui fait partie aussi des sociétés que tu as pu accompagner sur cette partie-là. Quelles leçons tu as appris avec une société aussi grosse en fondant notamment, justement, ou en cofondant notamment la Blockchain Lab avec PwC? Tu as dû forcément apprendre des choses. Oui, alors là, c'était très early, comme tu as dit tout à l'heure. Ça pouvait être sulfureux. J'avais le Ah ouais. soutien du numéro 1, c'est lui qui m'avait donné le rôle à l'époque. Il m'avait dit, vas-y, fonce, crée ton équipe, attaque le marché, on y va. Voilà. Donc, Incroyable. mais entre moi qui était ça devait faire 3-4 ans que j'étais associée, j'étais jeune associée à l'époque, et le CEO, il y avait quand même du monde et du monde à convaincre, en fait. Les profils que je recrutais étaient également atypiques. Voilà, le sujet était atypique. Comme dans tout Big Four, il y a la même chose hein, chez Deloitte. Quand on est sur des sujets nouveaux, il y a un regard quatre yeux qui se fait avec des directions spéciales risque et qualité qui passent au crible toute mission avant qu'on ait le droit même de répondre en fait, à un appel d'offres et encore plus après dans le delivery. Donc, il a fallu convaincre également toutes ces personnes-là de l'intérêt et que ce n'était pas si risqué que ça si on avait à la fois la seniorité que j'avais et l'expertise. Voilà, donc mais c'était effectivement c'était pas simple parce qu'il y avait encore très très peu de personnes qui y croyaient à l'époque. Et puis j'avais déjà un rôle de responsable d'équipe, de responsable RH de toute une BU, et donc ça faisait beaucoup. Voilà. Et comme j'avais vraiment envie de développer cet écosystème, du coup j'ai changé de cabinet. Voilà. Ouais, incroyable. En tout cas, vraiment, encore une fois, bravo pour ce que tu fais et félicitations pour ça. On voit vraiment que tu as une expertise qui est énorme. Comment toi, tu vois l'intégration de la blockchain et du Web3 pardon, dans les services financiers traditionnels et comment ils sont en train de les transformer? Parce que, alors, on parlait de tokenisation avant, ça en fait partie. Comment Oui. toi, tu vois cette intégration et cette transformation? Le rapport récent qu'on a fait nous a effectivement montré que pour tout ce qui est actif de règlement, ça allait booster en termes de vitesse. Ouais. Globalement, le secteur du financement est en évolution. La réglementation tout simplement hein, du secteur bancaire est en pleine évolution puisque les actifs digitaux sont en train d'être déferlés, qu'on le veuille ou non. Hein, le dernier rapport de la DAN montre que les cryptoactifs sont quand même le placement préféré des Français juste après le livret A. Donc, ça a dégommé tous les PEA et autres. Donc, et c'est souvent le discours que je tiens auprès des CFO ou des CEO, c'est de toute façon, c'est vos clients qui vont vous le demander. Donc, et qui vous le demandent, qui vous le demandent déjà. Donc, il faut que vous bougiez au risque de ne pas pouvoir renouveler votre clientèle. Aujourd'hui, chez les jeunes, je pense que ça se compte sur les doigts de la main ceux qui vont ouvrir des comptes dans des entreprises traditionnelles. Et par contre, tout le monde est au courant de ce que c'est qu'une crypto, comment les acheter. Il n'y a aucun frein, en fait, dans la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail ou même enfin, voilà, cette déferlante, c'est la masse qui va faire que ça va évoluer. Donc cette réglementation est à regarder de près. C'est quand même pas, c'est des sujets pas simples. Hein, donc plutôt on s'y met. Après du coup on travaille en delta avec ce qui s'ajoute. Mais pour quelqu'un qui s'y mettrait dans 2-3 ans, je pense que le coup, à mon avis, s'enferme dans une grotte pendant 6 mois, le temps de récupérer tous les wagons qu'il a ratés. Et puis, je dirais aussi un autre changement de paradigme avec cette blockchain et ces actifs digitaux, c'est la collaboration publique-privée qui se développe du coup énormément. On le voit avec le gros projet Agora, vraiment transfrontalier par blockchain, qui a lancé la BIS et l'IF avec plein de banques centrales, mais aussi
quasiment une trentaine d'acteurs privés qui se joignent autour de la table. C'est cet effet, pour moi, le monde s'est construit en silo jusque-là. Et donc après, soit on monte jusqu'au ciel et on crame la planète, en gros, soit on essaye d'aller sur des terrains qui ne sont pas explorés. Mais qui ne sont pas explorés en transversal, en fait. Et c'est pour ça que j'y vois aussi beaucoup d'espoir avec cette blockchain, c'est que ça va peut-être permettre de développer des choses, mais sans tirer encore davantage sur nos ressources. Et donc, ça crée des liens. Alors, la Caisse des dépôts et consignations avec EDF, etc., a créé Archipel. On est sur du transversal. Il y a ce projet Agora, mais il y a plein d'exemples. Et c'est des personnes qui n'avaient pas l'habitude de se parler, de travailler ensemble, et qui finalement, grâce à la blockchain au sens large, créent de la nouveauté et des choses plus adaptées à l'ère du temps, je dirais. Ouais, c'est sûr. Et je pense et on le ressent quand tu parles, je pense vraiment que ton travail, il contribue vraiment à apporter cette confiance dans la chaîne de valeur de la blockchain. Parce qu'en permanence, tu dois forcément éduquer, rassurer et faire ouvrir les yeux à des entreprises, des grosses entreprises qui sont soit déjà dans le sujet, mais pas encore trop en avance, soit celles qui sont en retard. Et forcément accompagner aussi des qui sont vraiment bien implantées. Et toi, en permanence, tu dois vraiment être là pour apporter cette confiance dans la chaîne de valeur. Et actuellement, je ne sais pas si c'est des chiffres qui sont publics et si tu as le droit de nous les partager, mais ça représente à peu près combien de sociétés par an que tu dois accompagner en moyenne? Entre 25 et 30. Ah ouais, donc plus de 2 par mois. C'est énorme. Ouais. En France. C'est beaucoup de travail. On est une très grosse communauté plutôt solidaire en fait au niveau international. Et ça aussi, parce qu'avant j'avais travaillé en cabinet très longtemps sur d'autres sujets et c'était un peu chasse gardée dans chaque pays. Et là, je trouve qu'il y a une vraie collaboration. On a donc il y a ce centre d'expertise en France, mais on est très proche avec nos collègues allemands, nos collègues centre d'expertise en Espagne, les US, le Canada, etc. On co-construit, on co-construit à l'intérieur de Deloitte, on co-construit à l'extérieur, on construit les futures stars de demain en donnant des cours en école, etc. Voilà. Moi, j'adore. Dès que c'est fait, la maintenance, c'est pas mon truc. Il y a des gens qui sont faits pour, qui sont brillants pour la maintenance. Moi, je suis plutôt dans la construction. C'est parfait. Chacun a sa zone de génie. Et si c'est la zone dans laquelle tu excelles, franchement, il n'y a pas de raison de s'en priver. Bravo pour ça. Justement, pour les personnes qui veulent potentiellement travailler avec toi, collaborer avec toi ou avec Deloitte, quel est le meilleur moyen de vous contacter? Quel est le meilleur moyen de rentrer en contact avec toi pour justement potentiellement faire une collaboration entre toi, Deloitte et cette entreprise-là pour avancer dans le futur? Alors, tout simplement LinkedIn, Ricard comme la boisson. C'est mon nom de famille, voilà. Où je suis régulièrement dans des conférences, soit en tant que speaker, soit dans la salle. Je fais aussi beaucoup de meet-up, qu'ils soient formels ou informels. À nouveau, alors souvent on me dit mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est important, mais aussi les meet-up informels parce qu'il y a les startups qui sont en train de construire le monde de demain. Et voilà, donc moi chaque pas compte. Voilà, chaque pas dans cette écosystème compte, quelle que soit la taille du pas. Voilà. Et je me suis toujours dit ça. Donc, c'est important. C'est important parce que souvent, les gens délaissent un petit peu les événements, délaissent les meet-up parce que soit ils se disent qu'ils n'ont pas le temps, soit ils se disent qu'eux, ils ont déjà assez d'infos. C'est bien d'avoir assez d'infos, mais aussi c'est important de pouvoir le partager. Parce que quand on a des informations, mais qu'on les garde que pour soi, elles ne prennent pas autant de valeur que si on pouvait les partager. Et le fait de pouvoir les partager à plusieurs, elles démultiplient, elles deviennent de plus en plus grosses, de plus en plus puissantes. Et on voit que c'est à l'intérieur de toi de partager, d'être vraiment dans le partage.
Et c'est aussi là-dessus que tu travailles à fond avec Deloitte. Et donc, du coup, on le ressent. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, ça sert à quoi de faire un événement? Non, c'est tellement incroyable. Participe à des événements, s'il vous plaît. C'est important. C'est important. Pour toi, justement, il y a aussi quelque chose qui parfois peut freiner l'adoption du Web3, de la blockchain, au-delà peut-être d'en parler assez, de participer à des événements, c'est la régulation, réglementation. Euh, Qu'est-ce que toi tu en penses de cette réglementation? Est-ce que tu trouves qu'elle avance assez rapidement? Est-ce qu'elle affecte de temps en temps l'évolution, l'adoption? Ou est-ce que tu trouves que pour l'instant, vraiment, elle joue un rôle incroyable et bon, j'imagine que tu es très contente qu'elle soit là. Voilà, quel est ton avis par rapport à la régulation et la réglementation? Moi, je trouve que ce qu'on fait en France est bien. On a été pionnier de beaucoup de choses avec la loi Ouais. Pacte. J'avais répondu à l'époque à la consultation ICO, le PSAN. Voilà, je trouve qu'on fait les choses plutôt bien et on fait en sorte qu'après ça se diffuse, puisque Mika est quand même assez proche de ce qu'on a pu imaginer en France. Voilà. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est le sujet de proportionnalité, en fait. Ouais. Et là, avec l'arrivée de Mika, qui est une bonne chose parce que ça peut réellement aider les acteurs traditionnels à changer d'avis. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de casse en fait en France. On verra dans les mois qui viennent si les rangs se sont un peu éclaircis ou beaucoup. J'espère sincèrement que non. Mais non, il n'y a pas de risque. Pour les prochaines, je pense qu'il faudrait encore davantage réfléchir à ça. Et dans le groupe de travail là, auquel je participe sur l'audit des smart contracts, c'est vraiment un point de vigilance important parce qu'une start-up ne peut pas être organisée comme un groupe corporate. Déjà, ils n'ont pas l'habitude des projets réglementaires. C'est quand même une expertise en tant que telle. Ouais, c'est sûr. De gérer ce type de projet et ça prend énormément de temps. Et souvent, une start-up est en train de créer, donc elle n'a pas des profils risque et conformité, etc. Ou si elle les recrute, très vite, dans le plan trésorerie, ça se voit. C'est tout bête. Voilà, donc j'aimerais bien qu'il y ait de plus en plus d'attention portée à ça. Et ne serait-ce que pour que toutes les personnes que je connais et que j'estime continuent leur activité et continuent à rester en France et qu'il y ait encore d'autres startups qui se créent en France. Voilà, on a un vrai sujet de souveraineté. Quand même. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Je pense que c'est important pour la France, effectivement, d'éviter que les sociétés partent à l'étranger pour X raisons, soit la taxe, soit l'imposition, soit éventuellement la régulation qui est trop sévère, pour vraiment trouver le juste équilibre, parce qu'il y a des grosses pépites en France et tu en vois beaucoup et tu le sais très bien. Donc, du coup, c'est important et c'est bien de le rappeler qu'il faut qu'elles puissent rester en France et que la régulation avance comme ça. Justement, quand on parle de sociétés, donc tu accompagnes différentes tailles de sociétés. J'imagine que tu peux accompagner des petites sociétés et des grosses sociétés. Patient d'avoir un peu plus d'informations par rapport à ça. Et quelles sont un peu les stratégies que tu mets en place avec Deloitte pour accompagner justement les clients dans l'adoption des solutions blockchain et Web3? Et par exemple, si moi demain je te contacte, je veux travailler avec toi, quelles sont un petit peu les différentes choses qui sont mises en place et comment ça se passe de travailler avec Marilyn Ricard? Alors, moi, je suis beaucoup dans l'écoute, en tout cas au début d'une relation. Donc, on va poser plein de questions pour essayer de jauger le niveau de maturité par rapport à ces sujets-là, la vraie envie ou pas d'y rentrer, et le sérieux d'un business. C'est plutôt pour les gros corporates, et le niveau de, comment dire, à la fois de créativité et de professionnalisme d'une startup. Parce que le fait est qu'il faut à la fois, oui, être créatif, mais également tenir l'entreprise. Donc, pour une startup, notre rôle, ça va pouvoir être ça, faire des revues de business plan,
des points d'attention sur la réglementation. On peut pré-mâcher ce sujet de réglementation, comme ça, eux, ils n'y passent que le temps, le minimum requirement possible, et nous, on se charge du reste. Des revues de solutions aussi. On fait pas mal de revues de solutions 360 degrés de start-up avant qu'elles ne mettent leurs produits sur le marché, ce qui leur permet d'aller après vendre leurs solutions avec une signature de loi, une nouvelle signature de loi, ce que je disais au début de l'entretien. Ça leur apporte du coup beaucoup d'assurance, et puis ça leur permet de corriger certaines choses aussi avant lancement, etc. Donc on parle d'audit du smart contract par exemple, mais moi je regarde aussi le business plan, la gouvernance, comment les finances sont gérées, etc., etc. Le front-end, le back-end, enfin tous les aspects techniques, juridiques, fiscaux et plus fonctionnels en fait. Voilà. Et ensuite pour les gros clients, il y a une base commune, on va dire, de questions, mais il y en a des complémentaires qui vont être quel soutien vous avez en interne, en fait, par rapport à votre projet, et comment je peux vous aider par rapport à ça. Parce que le nombre de projets que j'ai pu faire pour des corporates et qui s'arrêtent en cours de route, soit définitivement, soit pour quelques semaines, enfin, du coup, voilà, le timing explose parce que parce qu'à un moment donné, il y a d'autres services qui, s'ils n'ont pas été intégrés dès le démarrage du projet, vont, et sans doute légitimement, dire « mais attendez, j'y comprends rien, vous êtes fous, on arrête tout, le temps que j'ai compris, etc. etc. » Donc il y a cette phase de bien comprendre comment s'intègre le projet qui souhaite lancer, est extrêmement importante pour ne pas perdre de temps après et que le client ne perde pas d'argent. Parce qu'un projet qui s'arrête, c'est de l'argent perdu en fait. Ah non, totalement. Voilà. Et c'est extrêmement frustrant pour tout le monde. Alors après, tout le monde a avancé d'un point de vue connaissance du sujet, etc. etc. Mais enfin, malheureusement, les entreprises ne valorisent pas le développement intellectuel, elles valorisent que le business. Et c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Donc après, oui, ça peut vouloir dire intégrer dans une mission une phase d'acculturation. On a plein de techniques, des outils, des choses un peu choc. Donc il y a une grosse phase de quelque part psychologique en fait, pour bien comprendre où est-ce qu'on va intervenir. Et je fais vraiment dans le sur-mesure en fonction des interlocuteurs que j'ai en face de moi, en fonction de leur appétence pour ces sujets-là et de leur niveau de connaissance. C'est voilà. Donc, mais à la fin, ça tient. Voilà. Mais vous passez beaucoup de temps au début pour construire des bases hyper solides. Hyper solide, ouais, mais je pense aussi que ça prend, pareil, encore une fois, ça prend du temps. Et j'étais en train de penser à quelque chose. Si par exemple, je suis une société qui veut utiliser une solution blockchain ou qui est en train d'utiliser une solution blockchain et que j'ai besoin d'un audit de cette solution, Oui. je peux aussi passer directement par toi et par Deloitte. Hein. Je pense que vous avez cette capacité de faire une évaluation, je crois, évaluation 360 degrés de la solution, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc ça, on le fait pour des startups, mais également pour des acteurs établis qui ont déjà monté leur projet blockchain. Et l'idée, c'est vraiment d'ouvrir le capot et de regarder sous toutes les coutures. Donc, je parlais de gouvernance globale du projet, des aspects techniques, mais dans les aspects techniques, il y a également la custody des actifs, digitaux. Voilà. Donc, on est partenaire de Ledger. Cocorico, on parlait des startups françaises qui fonctionnent super bien. On est ravis de ce partenariat. Donc, quand nos clients ont choisi un Ledger, on est très, très au fait sur les sujets de cérémonie des clés, de custody, etc. Et si c'est d'autres solutions, on a aussi cette compétence en France et on a d'autres partenariats ailleurs de Deloitte dans le monde s'il faut creuser avec d'autres acteurs, du coup, s'il faut aller vraiment dans le détail sur cet aspect-là. Et fait est qu'à chaque fois qu'on intervient, on trouve
On trouve des choses, même chez des acteurs établis. La blockchain, c'est un sujet qui est complètement fractal et vraiment multidimensionnel. Donc, il faut avoir cette capacité à parler à tous les corps de métier en entreprise, à faire le lien avec leur expertise initiale et ce sujet des actifs digitaux, sans heurter l'ego des uns des autres, parce que quelqu'un qui est au juridique, qui est responsable du juridique, bon, aller lui dire qu'ils n'ont pas compris, on ne peut pas le dire comme ça. C'est un peu compliqué. Et voilà, et c'est pour ça que moi, après, je m'appuie sur des experts en interne, parce que si la discussion juridique va très loin dans la technique, moi, je ne suis plus en mesure d'intervenir. En revanche, je joue ce rôle de chef d'orchestre avec d'autres. Pareil sur la cybersécurité. On a une équipe cybersécurité chez Deloitte qui fait des audits passifs dans le cadre d'Exane. Voilà, il faut. Enfin, on n'est plus. C'est plus des sujets où on fait 2-3 slides et on s'en sort. Nos clients ont énormément avancé à voir ce qu'a fait Forge. Maintenant, nous-mêmes, en tant que particulier, on peut acheter du convertible. Là, c'est quand même chouette. Ils ont avancé et justement, voilà, pas que sur les aspects, pas que sur la clientèle corporate, également pour les particuliers, parce que la Générale a compris qu'il fallait offrir ça à ses clients / futurs clients. Non, c'est sûr. C'est très intelligent de leur part. On voit qu'ils sont en avance. Et justement, quand on parle d'être en avance, comment toi tu fais pour être aussi en avance? Parce que quand les entreprises viennent te poser des questions, tu as déjà travaillé les sujets avant, tu t'es formé, tu as éduqué, voilà, en permanence, tu comprends les choses avant tout le monde. Comment tu fais? Alors, tu disais participer potentiellement à des salons, à des meet-ups, mais comment tu fais pour avoir autant d'informations avant tout le monde? Alors, je ne sais pas si je l'ai avant tout le monde, ni de façon exhaustive. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Mais d'ailleurs, on a des missions qui consistent à définir des systèmes de veille chez nos clients sur ces sujets. Et donc, oui, on a un système de veille chez Deloitte basé sur l'intelligence artificielle. Puis après, il y a toutes les connexions qu'on a moi et mon équipe, et avec des personnes dont on est sûr de la véracité des informations, etc. Donc, souvent, on a des informations d'insider quelques jours avant le marché. Mais je pense que c'est la qualité de nos connexions, je dirais. La passion. C'est la passion, cette curiosité intellectuelle qui fait que moi, je ne vais jamais me coucher sans regarder une dernière fois LinkedIn ou Twitter ou machin pour voilà. Trop intéressant. Et comme on a ces connexions aussi avec nos collègues à l'international, on s'échange aussi des grosses news partout dans le monde. Et c'est de l'ordre du réflexe, en fait. C'est comme se brosser les dents 3 fois par jour. Voilà, on va sur les réseaux 3 fois par jour. Et toute info qui semble intéressante, on la partage. Alors, soit avec un petit peu de détails, ou si on n'a pas le temps, on s'en fout. On partage. On partage. Voilà. Et sur les clients, on y reviendra un peu plus tard, mais je pense notamment à un gros client en cours. De la même façon, dès qu'on a une information qui peut sembler intéressante pour lui, on la transmet sur le call le call d'après. On échange pour voir s'il y a un intérêt ou pas à le mettre en œuvre chez eux. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, quand avant je travaillais dans ma vie d'avant, où je faisais que du risque, etc., il fallait, avant d'aller voir un client, avoir 20 slides extrêmement détaillés, avoir fait toute l'analyse, en fait. Et là, mon mode de management a changé déjà avec ces sujets blockchain, parce que même si je m'appuie beaucoup sur un manager très senior dans mon équipe, on travaille vraiment très à l'horizontale dans l'équipe, avec beaucoup de brainstorming. Tout le monde a son mot à dire sur ces sujets-là. Moi, c'est aussi ça que j'aime, en fait. Quel que soit le background, là où on est né, ce qu'on a fait comme études, ce qu'on a fait avant comme travail, etc. À partir du moment où les gens sont passionnés, on peut à plusieurs avoir des idées de dingue. Pardon, et je reviens sur le truc précédent. Oui, donc du coup, moi, je ne me déplaçais jamais en clientèle sans avoir un deck hyper léché, vérifié par 10 personnes. Enfin, peut-être pas une personne, mais bon, bref. Et là,
En fait, non, là, on a une information, on la partage et après, on l'analyse. Donc, le cycle de vie, le cycle de vie de l'information est complètement différent. Le process de réflexion est complètement différent. Et je l'ai vu à plusieurs reprises, un truc qui peut sembler anodin et que j'aurais transmis à l'équipe, malgré tout. Et ben, un tel me dit « Ah oui, mais du coup, ça fait écho avec quelqu'un qui a un meet-up qui a dit entre les lignes un truc que je n'avais pas compris parce que c'était confident. Clac, clac, clac. » Voilà. C'est des briques. Ah, mais c'est ça. Pour moi, c'est un puzzle 3D géant. Et quand je dis 3D, je pense que je limite la chose. On est dans la 4e dimension. Et moi, après, ça fait un peu trop. Ah, super intéressant. En fait, oui, effectivement, pour rester un petit peu en avance, pour avoir, pas forcément les informations avant tout le monde, mais comprendre les sujets avant tout le monde, c'est important de rester connecté, d'être curieux, de mettre en avant sa passion. Et d'être là d'être dans les bons groupes de travail, que ce soit à la DAN ou là, ce groupe de travail ACPR, AMF sur les smart contracts, etc. etc. C'est hyper enrichissant. Pardon. Ah, j'imagine. Non, mais j'imagine. C'est trop intéressant de t'écouter. Actuellement, on sait que l'écosystème blockchain Web3 se développe tous les jours. Il y a tous les jours des nouveaux sujets. Est-ce que actuellement, toi, tu es en garde, en veille sur des sujets sur lesquels tu pourrais te dire, ah ça, c'est un sujet qui va faire encore grandir l'écosystème Web3. On a parlé de tokenisation avant, on sait qu'il y a plein de sujets, que ça bouge en permanence. Est-ce qu'il y a des sujets que tu gardes un petit peu à l'œil dans l'écosystème Web3 ? Donc, la tokenisation, parce que c'est maintenant, enfin, en tout cas à très court terme. La DeFi, parce que c'est le coup d'après. Alors, ce sera un peu plus lourd à faire passer, mais quand même. Le sujet de l'euro numérique, bien sûr, par nos différents projets clients. Donc, la finance en priorité, mais la finance qui n'est pas forcément que dans le secteur financier. Hein. Et les sujets sociaux et sociétaux. Réellement, parce que pour moi, cette blockchain, ça permet de créer des expériences, ça permet de faire des choses, comment je dirais, qu'on n'est pas forcément obligé d'acheter. En fait, vivre une expérience, ça peut être gratuit. Et pour moi, la blockchain a ce pouvoir-là, en fait, de rendre accessible des choses qui n'étaient pas auparavant à des personnes qui n'étaient pas dans les bons, pas considérées comme, hein, évidemment, au bon endroit, dans les bons milieux, etc. Ça donne... ça remet une justice, en fait, dans ce monde et un certain fun aussi. Donc, ça permet, et je réfléchis beaucoup là pour le client pour lequel je travaille aujourd'hui, ça permet réellement de gamifier en fait le monde et c'est l'air du temps. C'est dans l'air du temps et donc ça peut vraiment être un catalyseur sur ces sujets-là. Donc on réfléchit beaucoup à ça en ce moment. Ok, je comprends. Wow, super intéressant. Et est-ce que tu vois justement pour ces écosystèmes, on va dire l'écosystème Web3, l'industrie Web3, puis après il y a plein de petits sujets dedans, est-ce que tu vois des obstacles actuellement qui ralentissent un petit peu cette adoption ? Pas forcément. Si, il y a le cadre réglementaire qu'il faut encore compléter et à mon avis faire à plusieurs vitesses pour continuer à faire se développer notre écosystème français. Il y a l'interfaçage des solutions DLT avec les solutions legacy, qui n'est pas un sujet évident. La culturation, bien sûr, on en a parlé. Et ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas juste former les gens, il faut leur donner envie. Et ça, ce n'est pas la même chose. En tout cas, c'est complémentaire. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, en fait. C'est pour ça que dans notre rapport DLT Capital Market, on a aussi pas mal de chiffres, etc. Voilà. Forcément, ça va contribuer à faire avancer le schmilblick,
ça ne va pas être un tsunami. Hein. Mais voilà, à nouveau, chaque pas compte. Et il y a le sujet de la sécurité. Il y a le sujet de la sécurité qui peut être un frein, parce qu'en fait, ceux qui ne veulent pas faire, ils épuisent petit à petit les sujets. Donc, le green, c'est mort. Le fait que c'était du blanchiment d'argent, ils ont compris qu'il fallait arrêter aussi de parler de ça. Donc, voilà. Maintenant, il y a le sujet de la sécurité, mais il y a une initiative extra qui s'est lancée en France avec la Ligue pour la sécurité du Web3. Ça, c'est génial. Et ça arrive exactement à point nommé avec un besoin du marché. Donc, ce qui se passe, c'est que oui, il y a des freins, mais je trouve que cet écosystème est tellement positif et tellement collaboratif qu'à chaque fois, OK, il y a un sujet, c'est pas grave, on va y réfléchir, on va trouver une solution. Et donc, tout le monde s'y met pour lever ces freins. Voilà, la sécurité, il y a cette initiative en France qui vient d'arriver. Voilà. Tout est... va se solutionner petit à petit. Mais à nouveau, ceux qui disent, mais il n'y a toujours rien. Enfin, Paris, c'est pas construit en un claquement de doigts. Et de la même façon, hein, un être humain en 10 ans, voilà. Un enfant à 10 ans, c'est formidable, mais c'est pas fini. Il y a encore beaucoup de choses à faire derrière, et même à 15, et même à 18. Je veux dire, il y a des gens à 40 ans, ils savent toujours pas qui ils sont, ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, parfois j'ai envie de dire ça, en fait. Donc, donc laissez le temps au temps. Moi, l'intelligence artificielle, donc ça a explosé complètement en janvier 23 avec ChatGPT. Moi, j'avais des cours en école d'ingénieur, donc en 95, voilà. Donc ça remonte, hein. Ça commence à faire loin, 30 ans du coup, et ça avait démarré au moins 20 ans avant. Ah oui. Donc l'avènement a mis 50 ans. Donc, combien de temps ça va prendre, j'en sais rien, certainement plus rapide. Ces choses vont plus rapidement aujourd'hui. Mais faites confiance à ceux qui ont envie, à ceux qui savent et à ceux qui construisent en donnant de l'assurance. Et là, il y a de plus en plus de personnes qui ont fait cette reconversion, en fait. Parce qu'avant, on pouvait se dire, OK, et que des jeunes... Enfin, moi, je ne me suis jamais dit ça, mais aujourd'hui, j'ai quand même, j'ai de plus en plus de gens, de clients qui ont mon âge, en fait, et qui sont aussi passionnés que moi et qui se donnent à fond, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'on fait, on ne peut plus dire qu'on fait n'importe quoi. Faites-nous confiance. Ah non, mais totalement. Puis c'est bien d'aborder aussi ce sujet de la cybersécurité. On en a pas parlé depuis le début, et c'est bien que tu en aies, voilà, que tu l'aies abordé, parce qu'il y a vraiment une demande qui est croissante, il y a une importance qui est croissante au niveau de la cybersécurité. Il y a cette ligue justement pour le Web3 qui a été mise en place il y a quelques mois, qui est incroyable, qui fait un travail formidable pour accompagner les gens dans le secteur. Donc c'est vraiment important de pouvoir le dire. Comme tu le dis, faites-nous confiance, l'écosystème grandit. Et ça, c'est important. Justement, comment chez Deloitte, vous avez envie mais plutôt comment vous contribuez à développer encore plus l'écosystème Web3, et quelle est la stratégie globale pour les prochains mois ou les prochaines années, si bien sûr on a le droit d'en parler, mais voilà, quelle est un petit peu cette stratégie globale pour le Web3 et la blockchain? Alors, on y réfléchit avec une gouvernance qui a plusieurs niveaux. On a un comité de pilotage en France où il y a tous les métiers. Il y a une couche au niveau de ce qui s'appelle DCE, Deloitte Central Europe, donc globalement avec nos collègues allemands, au niveau européen élargi et au niveau mondial. Voilà. Alors, on ne passe pas notre temps en réunion, hein, c'est pas le sujet. Mais l'idée, c'est de mettre à profit tous les cerveaux, on va dire, autour de la table, quelle que soit l'origine du métier ou le pays auquel il est attaché. Et effectivement, la réglementation est à différentes vitesses au niveau mondial. Donc, on essaye de trouver des lignes directrices quand même globales pour Deloitte. Donc, il y en a eu sur les méthodologies d'audit que j'ai pu construire il y a quelques mois de ça. Des guidelines aussi d'analyse de risque, voilà, en fonction des typologies de missions. On essaie de créer un cadre
pour apporter le plus de valeur ajoutée possible à nos clients et tout en limitant les risques de réputation pour Deloitte. C'est sûr. Voilà. Donc, c'est à ça qu'on va réfléchir ensemble. Et après, on fait des thématiques. Donc, on en a une sur la tokenisation. Notre sujet, la capital market, ça a créé des émules dans différents pays. Donc, on est très contents. Nos collègues ont repris le thème et l'ont adapté en fait à leur marché local. Et puis, évidemment, on a le sujet de la réglementation. On a un thème réglementation, évidemment, au niveau européen. Voilà, avec des systèmes de chat pour... parce qu'on ne peut pas, c'est quand même gros, hein, on ne peut pas être au top du top sur l'ensemble des lignes de cette réglementation. Puis surtout, tant qu'on la regarde, on la lit, on la comprend, on peut la digérer, on fait des outils, etc. Tant que ça reste théorique, ça reste théorique. Et moi, je l'ai vu, avant, je travaillais sur des sujets réglementaires. Hein. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est dès qu'on est en mission pour la mettre en place ou pour faire un assessment avant que le régulateur ne passe, c'est quand on est confronté à la réalité du business, du quotidien, que la réglementation la comprend réellement, en fait. Ouais, voilà. Et donc, chacun dans le monde, en Europe, en fonction des zones qu'il a pu creuser avec son client, je sais que telle zone, voilà, nous, on ne l'a pas forcément beaucoup vu en France, pouf, on va demander à nos collègues espagnols. Et inversement, nous, on a, sur plusieurs clients, on est au top du top sur une autre section de cette réglementation, eux nous posent des questions et voilà, c'est comme ça que ça s'enrichit. Ok, merci pour ce partage. Et on voit vraiment qu'il y a une évolution constante de l'écosystème blockchain pour notamment lier et pallier ou influencer sur le secteur financier. Mais on sait que la blockchain, c'est pas seulement le secteur financier. Pour toi, quel rôle, autre que les secteurs financiers, la blockchain et le Web3 sont en train de transformer et sont en train de faire grandir, notamment sur certaines entreprises? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu as eu des sujets au-delà du secteur financier sur lesquels tu as travaillé ou tu es en train de travailler? Oui, clairement. On accompagne plusieurs acteurs dans le gaming, qui sont assez à la pointe. Et puis plus récemment, une super mission, j'ai déjà les yeux qui brillent en parlant. En fait, on accompagne depuis quelques mois la ville de Cannes et son palais des festivals dans la définition de leur stratégie Web3. Wow. Voilà, horizon 2030. Donc cette mission-là est incroyable. Au-delà du côté paillettes de Cannes, enfin, ça va vraiment très, très au-delà. Travailler aux impacts à l'échelle d'une ville, qui plus est, qui est internationale, parce que le monde entier, en fait, vient à Cannes pour les différents salons, et il y en a quasiment 80 par an, ça va très au-delà juste du festival de Cannes avec les acteurs, en fait. Hein. Il y a des salons sur l'intelligence artificielle, sur l'immobilier, sur des gros salons B2B comme le Cannes Lions. C'est une ville que je pense qui ne dort jamais et qui est voilà, qui est dans le mindset complètement international. Et là, l'ambition, c'est de devenir un vrai hub d'innovation. Donc, il y a eu pas mal d'investissements sur des sujets d'IA. Et là, c'est autour du Web3. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a cette dimension internationale. Il y a la dimension aussi de toute la ville. Tout ce qui touche au secteur public, aux écoles, à la propreté de la ville, à l'éducation. En fait, on le voit quand on est citoyen, on avance dans les rues, de temps en temps on a une élection, etc. Là, on est au cœur des problématiques de la ville de Cannes et on essaye de voir comment la blockchain et le Web3 pourraient leur simplifier la vie, aider la partie de la population qui n'a pas accès à certaines choses, qui est la plus pauvre, etc. Aider à décongestionner la ville, parce qu'en fait, comme il y a de plus en plus d'événements, il y a aussi cet aspect-là. Donc, au-delà de vouloir être un hub d'innovation, la ville souhaite également être irréprochable sur les sujets
les sujets du green. Donc, on a aussi beaucoup de réflexions de cas d'usage en lien avec ça, parce qu'un salon, c'est des kilomètres de moquettes et c'est des kilomètres de panneaux, enfin des mètres carrés de panneaux qu'il faut enlever et remettre. Et donc, la question, c'est comment on recycle ça. Donc, ça nous fait, comment je dirais, et ce que je veux dire, c'est que ce qu'on est en train de faire, et on a déjà donc créé tout l'écosystème Web3 local au niveau de la Côte d'Azur. Il va y avoir des événements Web3, ce sera officiel d'ici peu, qui vont booster également la mise en place de cette stratégie, parce qu'au-delà de la définir, il faut la mettre en place. Et ce que je veux dire, c'est que l'impact de notre mission va être très au-delà de juste le client. Là, c'est toute une ville, c'est toute une région, c'est tous les organisateurs d'événements qui viennent au palais. Et donc, parce qu'en fait, ce que je cherche depuis le début, moi, c'est accompagner cet écosystème et faire venir le plus de monde possible. Et donc là, cette mission est extraordinaire parce que de par la dimension internationale de la ville, sa renommée, son rayonnement, etc., et bien peut-être qu'on arrivera avec cette mission à toucher massivement énormément de gens. Donc ce serait comme trouver la petite porte secrète dans le jeu vidéo, quoi. Et pouf, on mettrait un coup de boost et en France. Voilà. C'est la folie. Je ne savais pas qu'il y avait carrément des villes et même des festivals qui étaient intéressés au Web3. Tu nous apprends une nouveauté et impatient de voir comment ça va se passer par la suite. On parle d'un horizon à 2030, donc il reste encore 5-6 ans. Cependant, voilà, je pense qu'il y a déjà des choses qui sont en train de se faire. Ils sont aussi early sur la façon de penser. C'est trop intéressant. Il y a des grosses annonces à court terme. Ok. Bon, voilà. Merci pour je laisse les services de communication faire le communiqué de presse. Alors, restez connectés au service de communication. Il y a des choses qui vont arriver. Quel conseil, justement, tu donnerais aux entreprises qui souhaitent explorer et intégrer la blockchain au Web3 dans leurs opérations? Là, on parlait du Festival de Cannes et donc de la ville. Il y a d'autres sujets. Il y a plein d'entreprises qui se posent des questions, qui se disent mais comment je pourrais intégrer? Qu'est-ce que je pourrais faire en plus? Quel conseil tu leur donnerais? On risque rien à essayer. On risque rien à essayer parce qu'on c'est des sujets comment dire, où on part souvent d'une page blanche et qu'on risque rien à essayer de créer des nouvelles choses, de faire avancer le monde et la planète, en fait. Et voilà. L'ADN de la blockchain, pour moi, c'est ça, c'est tout est possible. Alors, on ne va pas en mettre partout, hein, c'est pas l'idée, mais donc soit on part complètement d'une page blanche en essayant d'imaginer des cas d'usage et qui englobe, à nouveau, le sujet de la transversalité, qui englobe d'autres acteurs. C'est pas un sujet où on se regarde le nombril, en fait. Ouais, c'est clair. Et donc ça apporte de l'innovation, mais aussi beaucoup d'entrain, beaucoup de positivisme, etc. Donc toutes les entreprises qui se disent et comment je vais faire pour recruter les jeunes, ils ne fonctionnent pas pareil, voilà. Ou comment je vais faire l'emploi des seniors, à quoi va servir toute leur expertise accumulée pendant 30 ans. Voilà. Lancez-vous dans des sujets d'innovation. C'est le meilleur moyen de rapprocher les deux mondes et donc de donner une nouvelle jeunesse aux personnes qui sont en fin de carrière et d'onboarder, de transformer l'entreprise vers les idées de malades qu'ont les plus jeunes. Donc là, il y a un enjeu RH qui est colossal et qui répond à une problématique du moment. Bon. Il y a une problématique, il y a un sujet vraiment business aussi, puisque ça crée des nouveaux business. Après, l'idée peut être aussi de partir d'un problème métier et d'évaluer la pertinence de la blockchain au cas par cas. Voilà. Donc, c'est pour ça, il y a à gagner sur plein d'aspects, financiers, RH, écologiques, etc. Et je ne vois pas quel est le downside, réellement. Ouais, je comprends. Par contre, pour le faire correctement et dans des délais
je dirais, suffisamment court pour voir le retour sur investissement et peut-être financer la phase d'après d'innovation. Il faut s'entourer de gens qui savent, d'experts, qui racontent pas n'importe quoi, qui font pas n'importe quoi, qui connaissent les accélérateurs parce qu'il y a plein de... Voilà, quand on a une idée, moi maintenant, je pense que c'est une fois sur deux, je me dis, bah oui, mais du coup, avec telle startup, si vous achetez cette solution, dans 3 mois, vous l'avez. L'idée, elle est mise en place dans 3 mois. Voilà. Et donc, toutes les connexions que j'ai pu créer, les partenariats, je parlais de Ledger, mais il y en a eu d'autres, sont autant d'accélérateurs pour voir le retour sur investissement le plus rapide possible et éviter qu'un projet soit ensuite positionné sur une étagère. Et vraiment, c'est un milieu où on construit, où il y a beaucoup de good vibes. Je finirai peut-être par ça. Ces good vibes, c'est ce qui manque dans cet été pourri, c'est dans ces incertitudes politiques, etc., l'angoisse climatique que peuvent avoir certains. Mais mettez-vous au boulot, quoi. C'est pas... Voilà, en regardant le nombre de clients baisser à vue d'œil ou la planète se cramer, que voilà, faisons quelque chose. Et c'est un terrain collectif. Donc pour moi, c'est le meilleur terrain aujourd'hui par rapport au sujet d'actualité. Donc voilà. Restez en veille, restez curieux et n'hésitez pas à oser parce que vous n'avez rien à perdre. C'est un petit peu les choses les conseils que tu donnerais à ces entreprises. Exactement. Ok, bah, c'est très intéressant. Je suis là avec ma super équipe. Exactement. Si vous avez des questions, à nous contacter, à poser des questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de... voilà, chaque pas. Et si on tombe, on se relève et on continue. C'est chaque pas a de la valeur. C'est aussi pour ça que les gens sont que c'est très positif comme milieu. Du coup, voilà, ce qui est important, c'est de se lancer et chaque pas compte, aussi petit soit-il ou aussi grand soit-il. Et c'est en avançant qu'on fait des belles rencontres et on accroche les uns les autres et on y va. Voilà. Et je serais ravie pour ceux qui ne sont pas déjà dans l'écosystème de vous. Et à très vite pour tous les autres. Voilà. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, vous avez les liens en description sur le profil de Marilyn, que ce soit pour la partie LinkedIn. On vous mettra un maximum de liens pour que vous puissiez connecter, voir ce qu'elle fait. Est-ce qu'on a un endroit où on peut retrouver le rapport que tu nous parlais au début du podcast? Est-ce que c'est un rapport qui est public? Est-ce qu'on peut l'avoir quelque part? Oui, tout à fait. Sur le site de Deloitte, vous tapez comme mot-clé blockchain, on a une page dédiée. Vous retrouverez l'ensemble de nos publications, dont ce rapport que vous pouvez télécharger, ou bien vous baladez sur mes posts. Et voilà, vous trouverez même une petite vidéo de cet événement fort sympathique, petit déjeuner dans lequel on a dévoilé le sujet. Juste pour, c'est pas juste anecdotique cette histoire de vidéo, c'est que ça, vous verrez la posture et les expressions sur les visages, et ça vous donnera peut-être envie de rejoindre l'écosystème pour ceux qui sont déjà, ou de venir au prochain petit déjeuner ou dîner de Deloitte. Pour les autres, il y avait une très 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 belle énergie ce matin-là. Et, des très beaux speakers, Ledger, CDC, Euroclear. Voilà. Bah alors, on va mettre tous les liens dans la description pour que les personnes qui nous écoutent puissent avoir directement accès à tout ce que tu as fait pendant cet événement, le rapport et tout. Je pense que c'est tellement intéressant. Impatient de pouvoir le lire. Et pour les personnes qui nous regardent sur le format YouTube, on a mis beaucoup de liens en description tout au long du podcast. Merci Marilyn, en tout cas, pour tout ce que tu nous expliques depuis le début du podcast. C'est super intéressant. On arrive gentiment à la fin du podcast. On sait qu'on doit te libérer parce que tu as un temps qui est précieux. Par contre, on a un dernier sujet. On laisse toujours le mot de la fin à notre invité. Et ce mot de la fin, ça peut être une anecdote, ça peut être un sujet qu'on a traité, pas traité. Bon, alors, tu as le mot de la fin. On te laisse ce mot de la fin et impatient d'écouter ce mot de la fin. Je finirai l'interview en parlant de l'effet de réseau. Le monde aujourd'hui
se développe grâce aux réseaux sociaux. Donc, je ne vois pas de raison à ce qu'il n'y en ait pas d'effet de réseau sur les aspects financiers. Le monde a besoin de sens également. Ouais. Donc, tous ces actifs digitaux, NFT, etc., permettent de créer des communautés autour de la passion des gens. Et c'est ça, en fait, qui fait vivre et qui fait tenir au quotidien. Voilà, créer du lien entre les gens, c'est comme ça qu'on est plus fort. Alors moi, c'était peut-être ma destinée. Je m'appelle Marie-Lynn. Donc c'était peut-être pour ça que je suis venue au monde, pour aider les gens à se rapprocher et à être plus créatifs, plus forts, plus positifs. Voilà, en tout cas, ça fait 8 ans que je suis à disposition de cet écosystème et j'ai hâte de voir ce que les années qui suivent vont nous réserver tous ensemble. Voilà. Okay. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Marie-Lynn pour ce mot de la fin, c'était exceptionnel. Merci vraiment pour la masterclass, tu nous as partagé énormément d'informations. C'était vraiment un plaisir de te recevoir sur Token Talkers. Force à toi pour la suite et puis encore bravo pour tout ce que tu fais pour l'écosystème. Et merci pour ce temps de parole qui a mis en avant tout ce que je fais depuis plusieurs années et puis mon équipe, ma Dream Team et Deloitte. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.